Des échauffourées ont éclaté dimanche à Argenteuil dans la Voile d'Oise au lendemain de la mort d'un homme de 18 ans dans un accident de motocross. Les Béninois se sont rendus aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux et communaux. Dans les bureaux de vote, la foule n'est pas au rendez-vous. Et puis la basilique Saint-Pierre du Vatican est ouverte aux visiteurs après avoir été fermée pendant plus de 2 mois en raison des mesures de confinement prises par l'Italie. Voilà pour les sommaires, bienvenue dans votre journal. Madame, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le lundi 18 mai et vous regardez A12 TV. On démarre ce 19h30 en Chine où les autorités affirment que le pays va ouvrir davantage son industrie tertiaire et assouplir son accès au marché. Ils appellent les membres de l'Organisation mondiale du commerce à s'opposer à l'unilatéralisme et à refuser le protectionnisme pour garantir ainsi la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale. On écoute Zhong Shang et Wang Shuen, respectivement ministres et vice-ministres chinois du commerce. On va s'ouvrir davantage. Plus la situation est difficile, plus on doit s'ouvrir. On devrait continuer à assouplir l'accès du marché, raccourcir la liste négative et ouvrir davantage le secteur des services. Certaines de ces mesures sont déjà mises en œuvre et d'autres sont sur le point de commencer. La Chine travaillera avec les autres membres de l'OMC pour assurer le fonctionnement normal de l'OMC. En ces temps de pandémie mondiale, nous pensons qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties de maintenir conjointement l'ouverture, la sécurité et la stabilité des chaînes internationales industrielles et d'approvisionnement. Nous appelons également les membres de l'OMC à s'opposer à l'unilatéralisme et à refuser le protectionnisme, à garder leur marché ouvert et à soutenir la stabilité de la chaîne industrielle et de la chaîne d'approvisionnement du commerce international. Et voilà, nous restons en Chine, plus précisément à Hong Kong, pour parler cette fois de ces échauffourées qui ont éclaté ce lundi entre des parlementaires proches de l'exécutif soutenu par Pékin et d'autres élus pro-démocratie. Comme vous le voyez sur ces images, il s'agit de la deuxième altercation entre députés en l'espace seulement de 10 jours au sujet du comité de la Chambre, un organe chargé d'examiner les projets de loi avant qu'ils ne passent en deuxième lecture devant le Conseil législatif, le Parlement hongkongais. En bref, plus de 90 employés d'un abattoir dans le nord-ouest de l'Allemagne ont été testés positifs au coronavirus. Dernier exemple en date dans ce secteur que Berlin s'apprête à réguler plus strictement. Ce nouveau foyer d'infection concerne 92 employés d'une usine de découpe de viande à Diesen dans l'état de Basse-Saxe, a-t-on appris ce lundi 18 mai auprès des autorités locales. Et puis au Yémen, face à une importante hausse de la mortalité enregistrée récemment à Aden, ONG et professionnels de santé s'inquiètent d'une propagation du nouveau coronavirus dans cette grande ville du sud du Yémen, en guerre, en l'absence de statistiques fiables sur la pandémie. Le comité chargé de la lutte contre le Covid-19 au ministère yéménite de la Santé a annoncé fin avril les premiers cas de contamination dans le pays, dont la majorité ont été recensés à Aden, ville de 550 habitants déjà frappée par des foyers de dengue, malaria et chikungunya. Les services des affaires civiles chargés de délivrer les certificats de décès y fait actuellement un état quotidien de dizaines de décès. Pour la seule journée de samedi, Aden a connu plus de 80 décès causés par différentes épidémies. La plupart de ces maladies sont causées par des fièvres comme la dengue et le paludisme. Ce sont ces maladies qui font des morts. Et le cimetière est plein de cadavres. Hier, entre 30 et 35 personnes ont été enterrées dans le cimetière. Si les différentes sources ne peuvent établir avec certitude que cette hausse est liée au nouveau coronavirus, l'ONG Save the Children évoque clairement la pandémie. Contrôlée par des séparatistes revendiquant l'indépendance du sud du pays, Aden n'observe pas le confinement. Les tests de dépistage à la maladie Covid-19 sont inexistants, tout comme les mises en quarantaine de personnes malades. Dans l'hôpital privé Al-Koubi, les consultations sont passées de 150 par jour il y a quelques semaines à plus de 400 actuellement avec des équipes réduites.
Nous recevons plus de 230 cas par jour, dont certains sont des cas suspects de coronavirus, et nous les prenons en charge également. Nous traitons de la même manière tous les cas que nous recevons. Des campagnes de désinfection ont eu lieu, mais faute d'être bien équipés, les hôpitaux ont cessé d'admettre les patients présentant des symptômes semblables à ceux de la maladie et les médecins ont déserté leur poste, selon plusieurs témoignages. Et puis lors de la première réunion virtuelle de son histoire ce lundi, l'Organisation mondiale de la santé OMS a assuré qu'une enquête indépendante sur la réponse apportée à la pandémie du nouveau coronavirus sera ouverte au moment approprié. C'est ce qu'a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général aux 194 pays membres. À ce jour des 18 mai, retenez, la maladie Covid-19 a fait plus de 315 000 morts et plus de 4 700 000 infections à travers le monde. Des travailleurs migrants et leurs familles attendent un bus pour pouvoir retourner dans leur ville d'origine à Bombay. Récemment, près de 17 000 cas confirmés, la mégapole de 18 millions d'habitants est la ville d'Inde la plus durement frappée par l'épidémie. La pandémie de coronavirus frappe Bombay de plein fouet. La mégapole de 18 millions d'habitants a recensé près de 17 000 cas confirmés. Le système de santé de la capitale économique d'Inde est submergé. Les morgues sont pleines, des corps traînent dans les chambres d'hôpitaux. Certains patients doivent partager leur lit. Les soignants sont exténués. C'est la peur au ventre que les travailleurs migrants souhaitent retourner dans leur village. Si on veut partir, c'est parce que le coronavirus se répand de jour en jour. Il se répand rapidement à Delhi, dans le Maharashtra, dans le Gujarat, dans le Madhya Pradesh. Il se propage vraiment très vite. Si une personne en meurt, ses proches ne sont pas autorisés à lui rendre hommage. Les morts sont amenés comme des animaux et incinérés. Si je meurs, je veux mourir là où mes camarades sont présents. Ici, personne ne pourra voir mon cadavre. Mes proches sont très inquiets car je reste seul ici. En raison de manque d'espace libre à la morgue de l'hôpital, de la peur des familles de récupérer la dépouille de leurs proches, et si ces familles sont elles-mêmes placées en quarantaine, l'évacuation des cadavres de victimes du nouveau coronavirus est rendue difficile. Que peut-on faire? La maladie s'est tellement répandue qu'on doit retourner dans nos villages. Pendant un certain temps, je vais devoir aller dans mon village. La maladie devient incontrôlable, donc on doit partir. Dans une vidéo filmée au téléphone portable, dans l'un des principaux hôpitaux publics de Bombay, on y voit des corps de personnes mortes du Covid-19 emballés dans des sacs de plastique noir, laissés au milieu d'une salle où sont traités d'autres patients du virus. Les images ont provoqué un tollé. Selon les médecins, la crise du coronavirus ne fait que mettre en lumière les problèmes anciens d'un système de santé publique indien sous-financé, allant d'un personnel médical débordé aux pénuries de produits de base comme du savon. Le gouvernement indien consacrerait moins de 2% de son PIB aux dépenses de santé, un niveau bien inférieur à celui des autres pays de l'OCDE. Et on prend maintenant la direction du Qatar où les habitants de Doha sortent dans la rue en portant des masques alors que le pays a commencé à appliquer les sanctions les plus sévères au monde contre les personnes ne portant pas de masque en public, pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison pour endiguer l'épidémie du coronavirus qui progresse rapidement dans le pays. On en sait plus avec EDAPE. Le gouvernement qatari a rendu obligatoire ce dimanche le port du masque en public et a indiqué que sa décision sera en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Les peines mises en place sont très lourdes pour ceux qui ne respecteront pas cette mesure. Ils risquent environ 3 ans de prison et jusqu'à 200 000 rials, soit 50 900 € d'amende. Selon certains habitants du pays, c'est une bonne décision vu que le port du masque est de plus en plus difficile à respecter. Comme on peut le voir, certaines personnes font juste ce qu'elles veulent, plutôt que ce qui est correct. Donc, personnellement, je pense que c'est la bonne chose à faire. C'est un peu une stratégie par la peur. Peut-être que certains locaux ne prennent pas ça au sérieux et peut-être que 200 000 rials leur feront prendre ça plus sérieusement parce que pour eux, ce sera waouh, vous voyez. Les personnes seules dans leur voiture ne sont pas soumises au port obligatoire du masque, mais la police a arrêté des conducteurs pour les informer de l'entrée en vigueur de la mesure. Plus de 32 000 contaminations au nouveau coronavirus ont été recensées dans ce pays de la péninsule arabique, soit 1,2% de l'ensemble de la population. Le virus a également fait 15 morts.
Et en image, des partisans du président brésilien Jair Bolsonaro se rassemblent devant le palais Planalto à Brasilia et scandent chloroquine, le nom du médicament utilisé pour traiter la malaria. Le dirigeant brésilien en a fait l'éloge sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il pouvait être utilisé contre le nouveau coronavirus. Samedi, les cas confirmés du virus au Brésil ont dépassé ceux de l'Espagne et de l'Italie, ce qui en fait le 4e foyer mondial de l'épidémie. Et puis la basilique Saint-Pierre du Vatican est maintenant rouverte aux visiteurs après avoir été fermée pendant plus de 2 mois en raison des mesures de confinement prises par l'Italie, premier pays à se mettre en quarantaine complète il y a plus de 2 mois, mettant l'économie à genoux. Le nombre officiel de décès dus au virus s'élève maintenant à environ 32 000. Avec l'ouverture de cet édifice religieux, c'est la vie qui reprend petit à petit, nous dit Yacine Chivalet. La basilique Saint-Pierre de Rome a ouvert lundi matin ses portes au public, symbole du retour à une relative normalité en Italie où le déconfinement s'accélère avec reprise des messes et réouverture timide des commerces, cafés et terrasses. En présence de nombreux policiers portant masques et gants chirurgicaux, une poignée de visiteurs, suivant les marquages au sol pour respecter une distance minimum d'1,5 m, est entrée dans la basilique, cœur du Vatican et qui était fermée depuis le 10 mars, après une prise de température et la désinfection des mains avec du gel. Sous l'immense coupole au marbre sculpté et polychrome, les fidèles se comptaient sur les doigts de la main, quelques-uns recueillis en prière à genoux devant le tombeau du défunt pape Jean-Paul II. Premier pays à avoir confiné il y a plus de 2 mois l'ensemble de sa population, la péninsule reste traumatisée avec une économie à genoux et le décès d'environ 32 000 personnes. Le pays goûte néanmoins depuis le 4 mai un peu de liberté retrouvée à la faveur d'une première levée partielle de restrictions. Dimanche, les Roumains ont semblé se réapproprier le cœur de la ville éternelle sans aucun touriste étranger. Aucune célébration publique n'est encore officiellement prévue dans la basilique Saint-Pierre. Une messe est cependant programmée à la mi-journée dans la majestueuse cathédrale gothique de Milan, un symbole fort de cette capitale de la Lombardie, région frappée de plein fouet par le Covid-19. Les relations entre la Chine et les États-Unis sont plus que jamais tendues. La semaine dernière, les États-Unis ont annoncé de nouvelles mesures qui risquent de fortement perturber le géant chinois des télécommunications, Huawei. Aujourd'hui, la Chine a répondu à ces menaces. Il ne restera pas les bras croisés et que si la relation tournait à la guerre froide, les grandes multinationales américaines comme Apple pourraient subir à leur tour la pression de Pékin. En France, de brèves échauffourées ont éclaté aussi dimanche soir à Argenteuil, dans le Val d'Oise, au lendemain de la mort d'un homme de 18 ans dans un accident de motocross à proximité d'une voiture de police. Le parquet de Pontoise a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident. Regardez. Des abris saccagés et des poubelles incendiées témoignaient des tensions dans le quartier de la ville d'où était originaire le jeune conducteur. Déployé en nombre, les forces de l'ordre ont notamment fait usage des lacrymogènes pour disperser de petits groupes d'habitants. Le parquet de Pontoise a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche quand le jeune conducteur de la motocross a perdu le contrôle de sa machine et percuté un poteau électrique. Au moment de l'accident, une équipe de la brigade anticriminalité circulait dans ce même quartier et a croisé le jeune homme sur sa motocross, a indiqué une source policière qui assure toutefois qu'il n'y a eu aucune tentative de contrôle ou d'interpellation. Il affirme que les policiers n'avaient pas l'intention de contrôler le jeune homme, mais qu'il a paniqué en voyant leur véhicule. Une version niée par des habitants qui ont tous accusé la police d'être responsable de l'accident. Le jeune homme est décédé de ses blessures dimanche matin à Paris. En Somalie, le gouverneur de la région de Modog et 3 de ses gardes de sécurité ont été tués dimanche dans la capitale régionale Galkayo, au centre-ouest, selon des témoins et une source sécuritaire. Les témoins ont expliqué qu'un kamikaze conduisait un tok-tok chargé d'explosifs et l'a projeté contre la voiture du gouverneur Ahmed Mouznour, qui lui est décédé donc sur le coup. On écoute le chef de la police et le ministre de l'Intérieur.
Nous jurons au nom d'Allah que ceux qui étaient derrière l'attaque ne dormiront pas paisiblement dans la ville de Galgayo, n'y resteront pas et nous les empêcherons de faire toute autre chose à laquelle ils pensent maintenant. En tant qu'administration du Puntland, nous sommes tellement déterminés à lutter contre les groupes terroristes d'Al-Shabaab et de Daesh qui se cachent à l'intérieur du Puntland qu'ils ont l'habitude de commettre des actes terroristes, de tuer des innocents et d'assassiner d'autres fonctionnaires. Voilà, nous ouvrons à présent la page africaine de cette édition et c'est au Bénin qu'on démarre. Sa capitale Cotonou, comme dans de nombreuses communes du Bénin, les Béninois élisent leurs conseillers municipaux et communaux dans les bureaux de vote. La foule n'est pas au rendez-vous malgré les mesures prises par l'État béninois pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus. EDAP. Des mesures spéciales de protection des populations ont été prises par la Commission électorale nationale autonome et appliquées dans les bureaux de vote de tout le pays. À Cotonou, capitale économique béninoise, où ont été recensés la majorité des 339 cas de Covid-19, les agents électoraux ont imposé les mesures barrières et le respect de la distance sociale d'1 mètre. L'État a pris les mesures adéquates et lorsque vous venez voter, vous prenez du gel pour vous désinfecter les mains, un masque, puis vous allez voter. Le gouvernement a pris des mesures pour éviter la contamination, ce qui garantit notre sécurité. Quand l'électeur vient, il prend le masque et le gel. Après, il passe maintenant et on vérifie son nom dans le registre. Après ça, il passe et on lui remet le bulletin de vote. Il va faire son choix derrière l'isoloir. Après, il va déposer le bulletin dans l'urne. Il passe maintenant, on lui passe encore le gel pour désinfecter. Ces mesures ne parviennent toutefois pas à rassurer les électeurs qui sautent à peine. Dans les grandes villes du sud du pays comme Cotonou et Porto Novo, l'affluence dans les bureaux de vote était toujours très faible. Dans le quartier de Kadjeoun à Cotonou, siège de l'ancien président Boni Yahi, seule une trentaine de votants s'étaient rendus aux urnes sur les 400 inscrits. Les bulletins de vote devraient être compilés d'ici plusieurs jours et les résultats définitifs ne sont pas attendus avant une semaine. Au Burundi, le Conseil national de la liberté, CNL, parti du principal opposant au pouvoir, Agathon Rwasa, termine sa campagne électorale lors d'un meeting géant organisé sur un aérodrome près de la capitale administrative du pays, Gitega. Les Burundais sont appelés aux urnes mercredi prochain pour les élections générales, dont une présidentielle qui met en prise 7 candidats. Grâce à Sine donne les détails. Les deux principaux candidats à la présidentielle de mercredi au Burundi ont jeté leur dernière force dans la bataille samedi et dimanche au terme d'une campagne électorale tendue qui a fait fi du coronavirus alors que des médecins accusent le pouvoir burundais de cacher des cas. Ce dimanche, les hommes portaient des t-shirts ou des polos à l'effigie de leurs candidats. La première chose qu'il va faire pour nous, c'est d'éradiquer l'injustice dans le pays, la pauvreté, éradiquer tout autre obstacle qui empêche la liberté de tout Burundais d'être en paix et tranquillité dans son pays. D'après ce qu'on voit dans ce pays, nous tous, Burundais, sans distinction de région, allons lui donner beaucoup de voix, oui. Pour une campagne faite dans un contexte de coronavirus, la seule concession faite à la pandémie samedi est le lavage des mains au savon. Pour ceux qui ont pu accéder aux quelques bidons placés autour du meeting, des dizaines de camions pouvant contenir jusqu'à 200 personnes y ont acheminé des milliers de militants en provenance de toutes les provinces du pays, alors que le Burundi compte officiellement 42 cas, dont un décès. En Côte d'Ivoire, les églises et temples ont réouvert après plusieurs semaines de fermeture due à la pandémie de la Covid-19. Comment les chrétiens ont vécu leur premier culte après l'assouplissement des mesures restrictives dans le Grand Abidjan? Écoutons la réaction de quelques chrétiens. Mais c'est la joie, la joie. Je ne vois pas les sourires parce que les bouches sont cachées par le masque, mais c'est dans les yeux, je vois la joie dans les yeux de mes paroissiens et moi aussi je suis heureux. Maintenant que l'opportunité nous a été donnée
nous respectons scrupuleusement les consignes et nous avons fait un aménagement pour rester dans le cadre de la sécurité. En tout cas, c'est un moment qu'on a attendu avec impatience. Alors, on rend gloire à Dieu pour ce moment, c'était magnifique. Vraiment, beaucoup de paix et de joie de reprendre cette fête. De retrouver les autres paroissiens, de voir nos prêtres en activité. Vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Oh, c'est une grande joie car on sent vraiment la résurrection que nous n'avons pas pu célébrer le jour de Pâques. Mais aujourd'hui, vraiment, on sent la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ et sa gloire qui s'est manifestée. Rappelons que plusieurs mesures importantes ont été prises par le Conseil national de sécurité, parmi lesquelles la levée du couvre-feu, la réouverture des restaurants et maquis depuis le vendredi 15 mai. Quant aux établissements scolaires, ils ont réouvert également à l'intérieur du pays, une reprise très critiquée par certains Ivoiriens. Point final à ce 19h30 que vous retrouverez sur a12television.com et notre application mobile téléchargeable sur Google Play Store. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon début de semaine à tous et à toutes. Au revoir.